Ah. Comme vous, vous apprenez une autre langue, hein. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a des réfugiés qui sont là dans le programme ou pas? Non. Oui. Vous venez de où? Aus Syrien. Ce qu'il faut faire, c'est un accompagnement un peu plus individualisé. Il y a des associations qui font un travail remarquable, qui aujourd'hui ont beaucoup aidé et organisé. Ce qu'on veut faire, c'est justement mobiliser davantage l'école, la formation continue, parce que la difficulté, c'est que vous arrivez à des âges qui sont très différents. Et donc, vous pouvez arriver à 20 ans, 30 ans, 40 ans, et c'est beaucoup plus dur d'apprendre une langue quand on est plus âgé, et qu'on a en même temps des sujets administratifs à régler, parfois des métiers à apprendre. Et donc, il n'y a pas une seule recette. Ce qui est fait ici est très utile. Il y a ce qui peut être fait dans le cadre ou en partenariat avec l'éducation nationale quand la personne qui est réfugiée est plus jeune. Il y a ce qu'on peut faire avec les universités quand la personne est un peu plus âgée. Et il y a ce qu'on peut faire dans le cadre du travail aussi. Et donc, ce qui est très important, c'est que dans le cadre, par exemple, de travaux d'apprentissage, on apprenne aussi la langue. Ce qu'on est en train de développer et ce qu'on veut accélérer. Donc, ça dépend un peu de l'âge et de la situation dans laquelle la personne qui est en situation d'être réfugiée arrive et quelle est sa connaissance de la langue. Et il faut quasiment que ce soit individualisé. Donc, il n'y a pas une recette unique. Ce qui marche très bien pour les personnes qui arrivent et qui sont en quelque sorte, qui ont 30, 40 ans, 50 ans, c'est d'apprendre le français dans le cadre de l'apprentissage d'un métier ou du réapprentissage d'un métier avec des gens qui ont le même âge et qui vont donc en plus aider au quotidien. Und bei uns in Deutschland ist das so, dass wir bei den Kindern versuchen, dass sie Avec les enfants, on va essayer de leur permettre d'arriver très vite à la crèche ou encore à la maternelle, dans le kindergarten. Par exemple, à Hambourg, ils restent pendant 1 an dans un groupe particulier où ils doivent apprendre la langue et ensuite ils arrivent avec les autres enfants. Dans les écoles, on a également des classes préparatoires, le temps d'apprendre la langue. Et dès que les enfants ont une connaissance linguistique, ils arrivent dans les classes avec les autres. Les adultes ont le droit à un cours de langue de base avec 600 heures de cours. Ils vont d'abord apprendre des choses sur l'Allemagne également. Und wenn sie dann in den Beruf gehen wollen, dann bekommen sie von der Arbeitsagentur les agences pour l'emploi vont leur offrir d'autres cours de langue adaptés à la pratique professionnelle. Et ce cours de base est obligatoire. Cela permet ensuite d'avoir les bases. Et puis ensuite, il va falloir, lorsque à la maison on parle seulement sa langue maternelle et qu'on n'a pas de pratique, les 600 heures ne suffisent pas. Donc il faut vraiment faire des efforts. En Allemagne, ce qui est difficile, c'est lorsqu'on veut aller à l'université, puisqu'il faut encore participer à un cours particulier. Mais nous essayons de faire tout ce que nous pouvons pour la langue. Comment vous êtes arrivé dans ce programme? Comment vous êtes arrivés là, les uns les autres? C'est l'école qui vous a envoyé ici? Et vous? Wir haben an einer Fortbildung in Berlin und Frankreich formation à Berlin et en France. C'est une formation professionnelle qui nous permet d'apprendre à être animateur dans une rencontre interculturelle. Et nous donc, il y a 2-3 mois, nous étions en France, nous avons terminé cette animation et c'est comme ça que nous sommes arrivés à l'OFAGE. Et comment avez-vous entendu parler de ce programme? Eh bien, nous avons participé à un workshop et nous avons discuté d'histoires de jeunes réfugiés qui sont venus seuls en Allemagne. Et puis ensuite, le public et les responsables de ce workshop nous ont indiqué ce cours. Wie wichtig ist die deutsch-französische Freundschaft? Quelle est l'importance de l'amitié franco-allemande pour vous? L'amitié franco-allemande est cruciale pour notre coopération politique. Nous avons fait l'expérience que lorsque nous voulons que les choses avancent en Europe, ce n'est pas seulement nous deux, c'est le cas depuis des décennies. Il est important que la France et que l'Allemagne soient d'accord et ne travaillent pas l'une contre l'autre. Et puis, ce qui est particulièrement important pour nous, c'est que les gens puissent se rencontrer. Bien souvent, la langue est une barrière. Nous estimons donc que c'est une bonne chose que nous puissions
apprendre la langue. Et nous avons d'ailleurs un représentant politique pour la coopération franco-allemande. Il est maire de Hambourg. Il va donc au-delà des questions politiques et essaye d'agir également dans le domaine culturel. Il faut que les populations se rencontrent. C'est-à-dire d'abord, il y a ce qu'on construit ensemble politiquement, et l'amitié franco-allemande permet de construire, et elle est le cœur de la dynamique européenne. Et c'est vrai que si l'Allemagne et la France ne s'entendent pas, c'est l'Europe qui se divise. Donc c'est à la fois notre devoir et notre capacité à construire un avenir commun, parce qu'il n'y a pas un des deux pays qui peut réussir sans l'autre. Et à chaque fois qu'on l'a pensé, on s'est trompé par le passé. On a une longue expérience, un long apprentissage des erreurs mutuelles. Donc c'est à la fois pour nous. Et ensuite, en effet, c'est que nos sociétés puissent travailler ensemble. C'est pour ça que l'apprentissage mutuel des langues, de la culture, de l'histoire, c'est ce qui rompt les malentendus. Parce que quand les tensions naissent toujours des malentendus, comme entre deux personnes, on n'a pas besoin d'ailleurs de ne pas être du même pays pour en avoir. Et donc, c'est ce qui permet, quand on comprend mieux de l'autre, d'abord de mieux se comprendre soi-même et d'être parfois moins idiot, et ensuite de lever progressivement tous les malentendus pour construire. Et l'aventure européenne, c'est unir les hommes. C'est pas leur demander de se ressembler, mais c'est avec leurs différences leur demander de faire ensemble, ce qui est beaucoup plus enrichissant. Donc c'est ça pour moi que ça sert l'amitié franco-allemande. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors. Bonjour, je m'appelle Hakim, je suis lecteur France Mobile à Mayence, pour la S. Maintenant, vous connaissez le programme. Voilà, je suis aussi franco-algérien, je parle arabe dialectal algérien, couramment. Et c'est quand en arrivant au niveau Bac+5 qu'on m'a dit que c'était bien, en fait. Et je me demandais, que serait-il possible de faire pour améliorer l'image des langues extra-européennes et faire en sorte qu'elles soient perçues comme un atout dans nos deux pays. Je pense que c'est important. Oh, c'est un sujet qui dépasse largement celui qu'on évoque là. Vous savez pourquoi c'est pas perçu comme un atout en France? Parce qu'on est resté dans une forme de complexe post-colonial, si on se parle très franchement. C'est vrai, réciproquement d'ailleurs. Et donc il y a eu pendant des années ou des décennies une forme pas de honte, mais on cachait l'arabe dialectal quand on le maîtrisait, on cachait la capacité à maîtriser une autre langue, ce qui est un savoir-faire. Et c'était à la fois les populations immigrées ou leurs enfants qui le cachaient, et puis le système académique français ne les reconnaissait pas. Moi, je pense que ça continue à rester très important d'apprendre, évidemment, à maîtriser parfaitement le français, de maîtriser une autre langue européenne, mais c'est un atout de maîtriser cette langue dialectale. Donc c'est à vous de le révéler. Le système le reconnaît, il permet de le reconnaître, et on va continuer à y veiller, pas en dispense d'autre chose, mais comme un atout. Mais après, moi, je vais aller une étape plus loin. Vous avez des liens avec l'Algérie. Donc vous avez un atout et un avantage par rapport à des gens comme moi, qui vient des Hauts-de-France, dont on parlait tout à l'heure. Vous faites partie d'une diaspora qui peut développer des liens économiques, des liens culturels, des liens sociaux, et apporter au pays. Ceux qui parlent, on l'a vu tout à l'heure, ou celles qui parlent le bambara, c'est vous. Pareil, c'est un atout extraordinaire, parce que c'est un pays qui est en train de se transformer, qui va aussi se reconstruire pour partie. Il y a des activités économiques, culturelles à faire, il y a un vrai... C'est à vous de le révéler, et pas de considérer que c'est une part honteuse de votre identité. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, c'est ça ce qu'il faut faire. Mais ça, c'est à votre génération d'y arriver. Nous aussi, pendant très longtemps, ceux qui venaient d'autres pays, nous leur avons laissé comprendre que c'était un atout de parler une autre langue. Mais ce sont nous. Moi, par exemple, ma langue maternelle est l'allemand. À vrai dire, je devrais être jalouse. Lorsque quelqu'un parle une deuxième langue, la parle bien, c'est vivre, évoluer dans cette langue, c'est un véritable atout. C'est quelque chose d'enrichissant. Et donc, on a énormément de personnes d'origine turque en Allemagne. Il faut donc que nous fassions la promotion de ces langues, que nous permettions à ces personnes d'être fières de l'autre langue, que les autres soient jaloux. Nous avons beaucoup de discussions au sujet de l'intégration qui ne doit pas être une assimilation. L'intégration, ça veut dire qu'ici, en France, en Allemagne, vous devez pouvoir vous sentir chez vous, mais bien sûr, il reste la vie culturelle qui vient de la patrie d'origine. Il faut permettre à ces deux cultures de se développer, je pense que c'est important. Il faut également savoir que dans nos sociétés, l'immigration est un vrai sujet. Un tiers, par exemple, de la population de Hambourg, et la même chose vaut pour les autres grandes villes, a des racines migratoires. C'est-à-dire que eux ou leurs parents, après 1950, sont venus en Allemagne.
Et lorsqu'on regarde les personnes qui sont à l'école élémentaire, la moitié des écoliers sont issus de l'immigration, parce que leurs parents ou leurs grands-parents, par exemple, viennent d'un autre pays. Ça nous montre que aujourd'hui, cela fait partie de notre réalité. Et par exemple, le système éducatif doit permettre à ce que tout le monde ait le même succès, la même réussite. La langue qu'on y parle, le français, on doit parler la langue de l'école, le français ou l'allemand, mais il faut également prendre tout ce qui peut enrichir ces autres langues, et si on le prend en compte, ce sera une réussite. Oui, c'est un des sujets les plus importants, non seulement parce qu'il faut connaître la langue de l'autre, mais en plus parce qu'il est prouvé que c'est bon pour tous les apprentissages. Autrement dit, quand on a déjà 2 langues, quand on a 3 ans par exemple, et qu'on a déjà 2 langues parce qu'on a la langue de ses parents et puis la langue de l'école, eh bien on est avantagé non seulement parce qu'on parle de langue, mais aussi parce que ça va aider à apprendre les mathématiques, toutes les disciplines. C'est bon pour le cerveau en quelque sorte. Et c'est encore plus vrai si on a 3 langues et encore plus vrai si on a 4 langues. Donc c'est une ouverture culturelle, mais c'est aussi une ouverture cognitive. Donc c'est très important de souligner ça et que tout le monde en bénéficie, quelle que soit son origine. Aujourd'hui, en plus, il y a des langues qui ont un prestige particulier parce qu'elles correspondent à des croissances de grande puissance. C'est le cas de l'arabe, c'est le cas du russe, c'est le cas du chinois, et pour ne pas citer d'autres langues. Et donc, il faut donner ce prestige aux langues, il faut créer du désir. Et c'est ce qu'on va faire, évidemment, de plus en plus. Et en privilégiant l'allemand, évidemment, puisque l'année prochaine, on a encore plus d'élèves qui vont apprendre l'allemand à l'école primaire et à l'école secondaire, mais en regardant toutes les langues possibles. 550 000 dans le second degré. Et on va faire plus 50% au moins dans l'école primaire. Hallo. Hier, nous avons également discuté de la religion et de la liberté de religion dans nos groupes de travail et nous avons constaté qu'en France, il est interdit par exemple de porter le voile ou de porter une croix à l'école. Et j'ai donc une question à vous, Monsieur Macron. La liberté en France, c'est également quelque chose de central. Et donc, ma question, pourquoi alors qu'on a la liberté de religion, vous avez une telle limite, une telle limitation? Pourquoi n'a-t-on pas le droit de vivre librement sa religion dans un pays où on a tant de culture? Il y a justement une liberté absolue, mais il faut distinguer l'État et l'espace public. Si vous allez dans la rue, vous allez voir des gens avec des signes religieux. Vous pouvez tout à fait porter le voile, porter la croix, porter quelques signes religieux que vous voulez dans la rue. C'est tout à fait possible. J'attire d'ailleurs votre attention sur le fait que si vous regardez l'histoire des religions et leurs pratiques, elles n'ont pas toujours revendiqué le voile. Et donc il ne faut pas non plus être naïf, ça n'est pas qu'un objet cultuel, c'est parfois aussi un objet culturel ou politique. Donc c'est plus compliqué simplement que la liberté de religion quand on parle du voile ou de tous ces sujets-là. C'est aussi parfois un élément de revendication. Beaucoup de gens qui ont vécu en Algérie, en Tunisie, dont on parlait tout à l'heure, ou autres, ont vécu avec, au milieu de musulmans tout à fait intenses dans leur religion qui ne portaient pas le voile. C'est une pratique qui s'est beaucoup développée ces dernières décennies, d'ailleurs sous l'influence du wahhabisme, qui s'est développé beaucoup plus largement et qui a fait que le voile est revenu à la mode. Je dis ça parce qu'il faut toujours qu'on garde présent cela à l'esprit. Mais en France, dans l'espace public, vous êtes totalement libre. Dans la rue, vous pouvez porter le voile, vous habiller en bouddhiste, porter la croix, faire ce que vous voulez. Par contre, comme nous croyons à la liberté de conscience, nous avons fait la séparation de l'Église et de l'État et nous préservons l'indépendance des individus dans leur religion. Et donc, à l'école, jusqu'à 18 ans, il ne peut pas y avoir de signe religieux. Parce qu'à ce moment-là, je suis face à des consciences qui ne sont pas forgées. Et donc, je ne veux pas que quelqu'un arrive avec son signe religieux parce qu'il sort à ce moment-là de la communauté de l'école, la religion appartenant à l'intimité, et il y a une volonté d'influence. À l'université, vous pouvez mettre le voile parce que vous êtes des esprits forgés. Vous êtes indépendants, vous êtes autonomes. C'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai jamais voulu interdire le voile à l'université. Quand vous allez dans un service public en France, comme c'est neutre, il n'y a pas de signe religieux, mais que ce soit la croix ou le voile. Donc l'État est neutre, laïque, la société est libre, ouverte à tous les vents. Mais c'est à la fois et avant tout pour préserver cette autonomie de l'individu, cette liberté de conscience et éviter, dans un pays qui a été à un moment pris, comme vous le savez, par la religion d'État, puisque jusqu'en France, vous avez ça jusqu'au XVIIIe siècle, eh bien, c'est une volonté d'émanciper le politique du religieux, d'émanciper la société du religieux et de bien séparer ces ordres.
mais vous avez cette liberté absolue dans la rue et dans votre intimité. Aber das könnte auch ein Gegenstand. Vous savez, c'est quelque chose qui a été longuement discuté entre la France et l'Allemagne, et ça sera un sujet qui continuera à être discuté, la religion. Nous avons aussi une séparation de l'Église et de l'État, mais elle est différente en Allemagne qu'en France, avec la laïcité française. Et je pense que se pose la question aujourd'hui de savoir quel est le fondement, quelle est la base de notre société. Et en Allemagne, on dit que nous vivons à partir de principes que nous ne pouvons pas nous-mêmes créer. Et je pense qu'une partie de ces critères, c'est le fait que la religion, c'est l'affaire de l'Église. Et il faut toujours continuer à en débattre. Quelle est l'influence indirecte de la séparation de l'Église et de l'État? Quelle est l'influence de la religion sur nous en tant qu'individus, en tant qu'hommes? Pensons à la dignité, à l'égalité. Et nous avons une culture, nous n'avons pas seulement des chrétiens ou des juifs, nous avons également énormément de musulmans. Se pose alors la question suivante, comment organiser la coopération entre ces religions? Nous avons donc des accords dans les religions traditionnelles entre l'État et l'Église, et c'est comme ça, c'est là-dessus qu'est fondée la coopération, mais avec l'islam c'est plus compliqué. L'islam n'a pas de centre, nous ne savons pas quel est notre interlocuteur. Pourtant nous avons besoin d'une forme de communication. Et cette forme de communication, c'est important, je pense, d'en parler entre la France et l'Allemagne. J'ai l'impression qu'il a envie de me contredire tout de suite. J'ai essayé d'être très prudente dans ce que j'ai dit. Est-ce qu'il y a d'autres questions, ou peut-être que vous avez des questions pour les jeunes éventuellement, ou sinon je passe la parole alors hop, derrière un petit peu. Hop là. Voilà. Oui, d'accord. Alors j'avais une question pour revenir un peu aux études. En fait, on est 4 alternants de chez BASF, 2 Allemands et 2 Français. Et en fait, alors en discutant un peu, on a remarqué que l'alternance était très développée dans les 2 pays, jusqu'au niveau Bac plus 2, Bac plus 3. Mais par contre, c'est un peu moins développé jusqu'au niveau Bac plus 5. Alors est-ce que vous pensez que ce serait judicieux dans les 2 pays d'aller jusqu'au niveau Bac plus 5, et comment est-ce qu'on pourrait promouvoir ce type d'études auprès des jeunes en fait? Ok. Je voulais que je réponde tout de suite. Non, je vais être direct, la France est beaucoup moins bonne que l'Allemagne sur l'alternance et l'apprentissage. Si, c'est vrai. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est moins valorisé culturellement. Et justement, la voie, c'est de le développer dans le supérieur, et ce qui est dit par mademoiselle, c'est-à-dire de le mener à Bac plus 5. Parce que les gens sont bêtes nulle part. Quand vous réussissez en Allemagne et que vous rentrez dans une entreprise, le patron a fait de l'apprentissage la plupart du temps. La plupart des gens qui réussissent dans une entreprise allemande, moi ça m'a frappé, ils sont le fruit de l'apprentissage. En France, c'est pas vrai. Les gens, ils ont fait des grandes écoles. Donc ils ont fait Polytechnique, HEC, l'ESSEC, etc. Mais ils font pas l'apprentissage. C'était une filière qui était réservée aux métiers les plus en difficulté ou les plus manuels. C'est en train de se transformer. Mais moi, ce qu'on veut faire et ce qu'on va faire dans les 5 ans à venir, c'est pas simplement donner des objectifs. Ça fait 20 ans qu'on dit on va créer 1 million d'apprentis en France. Ça marche pas tout seul. Parce que les parents d'élèves et les élèves, ils disent juste, est-ce que c'est comme ça qu'on réussit? Donc, il faut en faire une filière de réussite. Et donc, c'est très juste ce que vous dites, il faut que... On a commencé à le développer dans le supérieur. Il faut le généraliser, que dans toutes les filières d'excellence, il y ait de l'apprentissage, comme c'est le cas en Allemagne, et que, du coup, on ne stigmatise plus les filières qui, aujourd'hui, développent l'apprentissage. Mais c'est l'économie, comme la politique, c'est de la psychologie. Hein. Si les gens considèrent que c'est des filières qui sont sinistrées, ils n'y mettent pas leurs enfants. Et donc, le problème que nous, on a en France, que le ministre a à gérer avec sa collègue en charge de supérieur, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens qui vont dans des filières universitaires purement académiques, sans aucun débouché derrière. Et donc, vous avez entre 1/3 et la moitié dans ces filières des jeunes qui n'iront pas au bout de la filière, et les autres, même quand ils ont un diplôme, ils auront beaucoup de mal à trouver un emploi. Là où il faudrait beaucoup mieux les emmener vers des filières type apprentissage alternance, beaucoup plus proches du travail. Donc on va valoriser ces filières, les développer dans le supérieur et remettre justement en lumière l'intérêt de l'apprentissage. Sehr wichtig, sehr wichtig ist, ce qui est très important chez nous, c'est également qu'on ait la possibilité des passerelles entre les deux
voie. Lorsque, par exemple, on a fait un apprentissage qui a la possibilité ensuite de finir sur une université technologique. Et ce qui est également important en Allemagne, c'est qu'on a énormément de décrocheurs de l'université. Et il est important que ces personnes puissent ensuite aller effectuer un apprentissage, et pour l'instant, ce n'est pas encore assez développé. Juste pour dire que c'est aussi un sujet de coopération entre la France et l'Allemagne. On en parlait à l'instant avec mon collègue, puisque dans le futur, on va essayer de jumeler des établissements professionnels français avec des établissements professionnels allemands et évidemment faire progresser l'apprentissage grâce à cela. Donc on peut à la fois par l'international et par l'enseignement supérieur tirer vers le haut l'apprentissage. Et évidemment, ça ne se décide pas du jour au lendemain. Il faut que les entreprises jouent le jeu, il faut que les écoles jouent le jeu. Mais on est très convaincus qu'on va arriver à faire des grands progrès. C'est typiquement un sujet de démonstration de l'importance de l'amitié franco-allemande. Pour moi, c'est un vrai projet central. Avec l'alternance, l'Allemagne a eu beaucoup de succès, beaucoup de réussite, mais ce n'est pas grâce à nous, ça a été décidé au 19e siècle. C'était à l'origine prévu pour les artisans du Moyen-Âge, pour en faire une nouvelle industrie et réussir à le développer au 21e siècle. Cette fois-ci, c'est notre mission, mais avec une nouvelle tradition. Et c'est une tâche encore plus importante en France. Je suis ravie de voir l'enthousiasme que j'arrive à ressentir ici et j'aimerais le soutenir. Je pense que c'est non seulement la mission de l'État, mais ici les entreprises également doivent s'habituer à ce que dans la formation de leurs jeunes, ce sont eux qui sont responsables et ce sont eux qui doivent également y mettre les moyens. En Allemagne, les Länder et également l'État fédéral donnent des ressources, mais ont habitué les entreprises également à former pendant 3 ans les apprentis dans leurs entreprises et même à leur payer un salaire et à prendre en compte, à prendre en charge eux-mêmes les coûts de cet apprentissage. C'est une véritable culture en Allemagne et il faut y travailler. Et pour être honnête, il faut dire également que le développement en Europe va plutôt dans l'autre sens. On nous dit toujours qu'il faut avoir de plus en plus de diplômés de l'université, on nous dit qu'il faut qu'il y ait la liberté de prestation et il faut également qu'un cursus académique ait un certain niveau de qualité. Lorsque le niveau est le même, dans ce cas-là, on se demande, mais dans ce cas-là, pourquoi former un ouvrier? On a une vraie compétition dans l'ensemble, une concurrence dans l'ensemble de l'Union européenne, ce qui pose des problèmes. Et on pourrait en parler entre la France et l'Allemagne. Lorsqu'on a juste un marché libre et que ce qui compte, c'est de faire au moins cher, on n'aura jamais de personnes bien formées. Intervention derrière. Monsieur Doukara, vous vouliez intervenir? Alors de quel côté? Derrière? Ici? Bon, allez. Ich wollte fragen, ob es die Bestrebungen gibt. Y a-t-il des efforts faits pour mettre le travail de jeunes international au cœur de l'école? Oui, il y a des efforts dans ce sens. On peut citer 2 choses. Tout d'abord, il y a un grand programme européen, Erasmus, programme d'échange. C'est un programme qui a énormément de succès. La France et l'Allemagne luttent pour que ce programme puisse obtenir plus de moyens, qu'il puisse durer plus longtemps. Et l'objectif est également que ce soit un programme qui s'adresse également aux étudiants, mais aussi aux apprentis et aux jeunes en formation professionnelle. C'est pourquoi il est important que nous ayons un programme d'échange européen pour tous les jeunes et que ce programme ait plus de moyens, plus de vie à l'avenir. Ce sujet est à l'ordre du jour et il faut que nous puissions en discuter lorsque nous nous rencontrons. Hallo? Sie hören mich ja. Im Zuge der Ach so, ja, danke. Im Zuge der deutsch-französischen Zusammenarbeit. Dans le cadre de la coopération franco-allemande, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée de créer un système éducatif harmonisé pour qu'en fin de compte, on ne fasse pas un Abi-Bac en Allemagne, mais que simplement on puisse faire avoir le même diplôme? Ensuite, par exemple, on pourrait faire ses études 1 an en Allemagne, 1 an en France. Je veux dire, je n'ai rien à vous dire là-dessus. En effet, en Allemagne, la politique de l'éducation et l'affaire régionale des Länder
Donc ce sont 16 Länder. Déjà, ils ont beaucoup de mal à essayer d'harmoniser un peu le système en Allemagne pour que pour les parents, ce ne soit pas un vrai choc lorsqu'on déménage, qu'on part de Mecklembourg-Poméranie jusqu'à la Rhénanie-Palatinat ou lorsqu'on part de Bavière dans le nord. Et de nombreux progrès ont été faits ces dernières années quant à la standardisation, mais je ne peux rien dire là-dessus, sinon je vais créer une révolution. Et oui. En Allemagne, ce sont les Länder qui sont responsables de l'éducation et ils ne veulent surtout pas renoncer à ce champ de compétences. C'est toujours difficile à l'expliquer en France parce que personne ne peut imaginer une chose pareille en France. Mais dans tous les cas, je pense que ce qui est plus important, c'est la coopération. En Allemagne, mais aussi dans toute l'Europe. Si nous voulons avoir des échanges, si nous voulons que les jeunes puissent aller faire des études, travailler, faire des études et aller à l'école dans un pays puis dans l'autre, ce qui est important pour qu'on ait une vraie Europe, alors il faut qu'on ait un système où on peut reconnaître ce qui a été fait dans les autres pays. Et on a, c'est une question également de droit, de programme de reconnaissance des acquis, mais je pense qu'on pourrait faire tout cela de manière plus évidente et moins bureaucratique, et c'est une mission pour nous tous. Il y a déjà eu des gros progrès qui ont été faits dans l'enseignement supérieur avec ce qu'on appelle le processus de Bologne, où on a harmonisé chacun des différences, mais le cursus universitaire, ce qui fait que maintenant vous pouvez aller faire un an à l'étranger, c'est reconnu, vous pouvez faire des allers-retours. Et ça, marié au programme Erasmus, qui a été développé pour les jeunes étudiants ou pas, a permis d'avoir justement beaucoup de mobilité dans notre jeunesse. C'est vrai qu'ensuite, on a une rigidité relative qui est avant le baccalauréat, où les systèmes sont très différents et aujourd'hui il n'y a pas de reconnaissance, je pense que c'est ce que vous évoquez. Moi je pense que tout en respectant les différences qui existent entre les Länder, et on peut avoir une approche qui est un peu comparable au processus de Bologne pour le supérieur, en dessous du baccalauréat, c'est-à-dire réussir à rapprocher les choses pour dire quelqu'un qui va faire une année de seconde en Allemagne, ça vaut l'année de seconde en France. Donc c'est un peu le processus de Bologne du collège et lycée qu'il faudrait qu'on arrive à faire. Et ce qu'on veut faire, et j'ai bon espoir qu'on y arrive concrètement avant la fin de l'année, on en parlera tout à l'heure dans notre Conseil des ministres, c'est aussi un Erasmus de l'apprentissage. Et ça veut dire que pour les apprentis, on donne ces mêmes facilités de justement faire 1 an, 6 mois, 1 an et demi dans un autre pays européen et que ce soit reconnu dans la formation initiale. Voilà, donc c'est quelque chose qui est en train de bouger, mais vous avez raison que sur le collège-lycée et l'apprentissage, on n'a pas fait aussi bien que sur le supérieur. Mais je pense qu'on peut le faire si on inscrit tout le monde dans le même processus. En Allemagne, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons vu que lorsque nous avons des gens qui arrivent chez nous et qui ont fait une formation professionnelle dans un autre pays, on a un bon système de reconnaissance. Ça a été organisé par l'économie elle-même. Par exemple, lorsque j'ai fait une formation pour devenir mécatronicien en France, au Sénégal ou je ne sais où, et il y a un endroit où je peux aller et on va me dire voilà quelle est la formation complémentaire qu'il faut faire, mais le reste va être reconnu. Et je pense que c'est un progrès que nous ayons ce système. Ah, bien sûr. Peut-être juste une petite remarque. Vous avez entendu la question de Abdou, vous avez répondu, vous avez parlé du programme Erasmus+, et la plupart des jeunes qui sont ici ont participé à des projets dans le cadre du réseau Diversité et Participation. Et nous savons qu'il y a encore énormément de problèmes d'accès à ces programmes, à ces projets. Depuis plus de 10 ans, avec Mamadou, avec l'OFAGE et avec d'autres responsables, nous avons lancé de nombreux projets. Et notre objectif, c'est d'ici à 2020 que 20% des jeunes ayant moins d'opportunités participent à tous les projets. Je pense que c'est là la vraie condition pour que nous puissions également travailler dans d'autres domaines de la société, avec France Mobile, avec les jumelages, avec la formation professionnelle. Et donc pour cela, il est important également de trouver des interlocuteurs à l'échelle nationale. Vous nous avez donné beaucoup de travail.